Bienvenue donc dans ce colloque. Alors, peut-être pas le bon mot, parce qu'en fait, cette manifestation, ce séminaire d'études qui est bien pour notre laboratoire et je dirais important dans la mesure où ce matin nous allons donc discuter effectivement d'un an de controverses budgétaires et constitutionnelles, et cet après-midi nous organisons une manifestation que nous tenons chaque année, qui est ce qu'on appelle la journée Jeune Recherche, qui est en fait une manifestation destinée aux doctorants, et parfois docteurs, mais aux doctorants qui viennent en fait, alors qu'ils soient de Paris 1 ou qu'ils soient d'ailleurs d'autres universités, qui viennent présenter leurs travaux et avec lesquels donc un certain nombre de collègues ici présents ce matin, et puis d'autres, Daniel Gutmann et Ludovic Hérault normalement seront là, et donc nous participerons ensemble effectivement à cet atelier quelque part pour leur permettre bien à la fois de les aider un petit peu à se situer, et puis aussi parce que l'exercice, après tout, de communication est un public n'est pas inné. Je pense que c'est tout à fait important. On le fait au sein de la Société française de finances publiques. On le fait maintenant dans beaucoup d'endroits, et je crois que c'est tout à fait essentiel. Donc, vous voyez, une grande journée, longue journée qui nous attend, avec donc plusieurs objets. Et pour ce matin, effectivement, donc on va faire un petit retour en arrière et peut-être aussi une projection, comme le disait Théo à l'instant, dans l'avenir, parce que cette affaire de controverse, elle est loin d'être terminée. Je crois qu'on a décidé de remettre une pièce dans le jukebox au mois de juin, début juin, avec cette fameuse proposition de loi Lyotte. Voilà, c'est peut-être aussi une façon pour très clairement un petit groupe parlementaire de se faire connaître, et on se rend compte que globalement autour, Théo vient d'évoquer l'article 40, globalement on peut parfaitement repartir sur précisément une année de controverse, parce que si le débat a lieu, immanquablement ça ira au final devant le Conseil constitutionnel qui, immanquablement, compte tenu de la teneur du projet de loi, on connaît tous la réponse, invalidera nécessairement le processus. Donc, bon, une pièce dans le jukebox, pour pas grand-chose peut-être, si... Peut-être faire de la com, il ne faudrait pas que tout ça se réduise à de la com, parce qu'il y a quand même aussi un peu de droit de temps à autre, et puis surtout, il y a des finances publiques qui ne s'améliorent pas pendant ce temps-là. Bon, bref, un an de controverse, peut-être dans un an on recommencera la même chose, mais un beau sujet, et je voudrais bien évidemment remercier nos jeunes collègues Théo et Émilien qui nous ont proposé cette manifestation. C'est pas à eux de nous remercier, c'est nous qui devons les remercier, parce que bien, effectivement ça nous permet d'être là ensemble ce matin, et c'est vrai que je me réjouis à la fois de retrouver certains collègues autour de nous qui nous viennent de Lille, de Nantes, Paris 1 aussi, hein, mais en tout état de cause, de La Réunion, hein, mais en tout état de cause, ravi de pouvoir revoir tous ces amis, et puis de pouvoir partager avec nous ensemble nos impressions par rapport à tout ça. Voilà. Je ne vais pas monopoliser la parole, parce qu'autrement nous allons perdre du temps, et le temps est précieux dans ces affaires, vous le savez bien, compte tenu de la journée en plus. Donc je vais tout de suite confier le micro à mon ami directeur du Master 2 avec moi, droit et gestion financière des collectivités publiques, hein, et puis mon cher Christophe Pierucci, donc,
qui va nous faire une intervention sur le projet de loi de règlement du budget 2021. Ça, c'est un thème qui m'est cher. J'ai beaucoup écrit sur la loi de règlement. Donc, je te confie tout de suite la parole. Merci, cher Mathieu. Merci beaucoup. Alors, je voudrais bien sûr remercier les organisateurs de cette invitation à prendre la parole sur un sujet d'actualité épineux, il faut le dire. Et je suis très rassuré que Mathieu soit à côté de moi. Il y aura sans doute beaucoup de critiques à m'adresser, mais comme ça, vous aurez une vision peut-être finalement exacte du sens à donner à cet événement. Alors, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que les finances publiques, elles sont effectivement très présentes dans le débat public, dans l'espace public, assez envahissantes à la vérité, et cette année en particulier, et ça justifie pleinement ce colloque autour des controverses. Et d'autant plus que cette omniprésence, finalement, elle finit par effacer un peu le sens qu'il faut attacher à ces finances. Parce qu'au fond, derrière tous ces événements, il y a beaucoup de symboles et pas forcément souvent des analyses très précises. Alors, le droit permet cette analyse et nous allons voir ce qu'il offre comme grille possible, en tout cas, du rejet du projet de loi de règlement du budget de 2021. L'examen au Parlement de ce projet de loi de règlement de l'année 21 s'était d'emblée singularisé, et c'était singularisé par sa temporalité. C'est-à-dire que le projet de loi de règlement relatif au budget de 2021 n'avait pas été transmis à temps. Il n'avait pas été transmis à temps alors que la LOLF, l'article 46 de la LOLF exigeait à l'époque qu'il soit déposé au plus tard, ou plutôt avant le 1er juin, maintenant c'est avant le 1er mai, au 1er juin, toujours pas de projet de loi de règlement déposé devant le Parlement, ce qui n'a peut-être pas été anodin dans cette affaire, alors que le projet habituellement de loi de règlement est déposé dans les délais, et ça s'explique par le contexte, en tout cas le ministre des Finances expliquait ça par finalement le contexte électoral, la présidentielle qui venait d'intervenir, la campagne électorale pour les législatives qui était en cours, la difficulté à réunir dans ce contexte les parlementaires, tous en campagne. La singularité de l'examen du projet de loi de règlement, elle s'est ensuite singularisée par l'issue de l'examen du texte, c'est-à-dire le rejet du texte qui nous intéresse ici. Alors la discussion avait commencé de façon un peu habituelle par un écart entre les deux chambres. La loi de l'Assemblée nationale avait voté favorablement au texte, le Sénat avait voté négativement sur tous les articles, de telle sorte qu'à la fin de la première lecture, il n'y avait pas de texte sur quoi voter, hein, mais donc rejet du texte. Et puis même schéma au moment de la deuxième lecture. Et en définitive, l'Assemblée nationale devait avoir le dernier mot, et elle s'est prononcée donc le 3 août en lecture définitive pour le rejeter. Et ça, c'est une situation particulière. Et à vrai dire, et là je m'en remets à Jean-Pierre Camby, un grand connaisseur de cet univers-là, on ne connaîtrait pas apparemment d'autres cas de vote négatif de l'Assemblée nationale quand elle se prononce seule à ce stade de la procédure, et pour cause, puisque par définition, c'est quelque chose qui a vocation à clore, dans un sens favorable au gouvernement, l'examen du texte en cours. Alors si on cherche quand même un précédent à cet événement, il faut le rechercher plutôt sur le fond de la décision, c'est-à-dire un rejet de la loi de règlement, et vous en avez sans doute entendu parler, on cite l'exemple d'un vote en 1833 négatif à l'égard du projet de loi de règlement en discussion, 1833, la monarchie de Juillet, à ses débuts d'ailleurs. Mais cette comparaison même, il convient d'en relativiser la portée, puisque ce qui se passe à l'époque, c'est qu'il y a un vote négatif, mais à l'égard de certaines dépenses, des dépenses engagées par un ministre, le ministre des Finances, ayant un objet déterminé. Donc c'est quand même quelque chose d'assez situé, et puis surtout dont la portée est relativement restreinte en définitive. On n'a pas de rejet du texte. Et donc ça accuse encore, je dirais, la singularité de cet événement. Depuis 1833, il faut le dire, l'usage politique de la loi de règlement a quand même été largement délaissée par le Parlement. La loi de règlement a cessé d'être un instrument de contrôle de l'action du gouvernement par le Parlement et potentiellement de mise en cause de sa responsabilité politique pour diverses raisons. D'abord parce que le Parlement avait fini par acquérir le pouvoir financier. Et puis ensuite, et ça on le trouve dans des textes du début du siècle dernier, parce que la loi de règlement était vue comme un texte posthume.
un texte posthume, un moyen de contrôle posthume, c'est-à-dire quelque chose qui à la fois témoigne des insuffisances du contrôle parlementaire et puis intervient trop tard. Si d'aventure quelque chose est accompli, on ne peut que le constater au stade de la discussion du projet de loi de règlement. Autant dire donc que le rejet de la loi de règlement est inhabituel et qu'il était, à vrai dire, inattendu. Inattendu, et je crois qu'il était très inattendu de la part du gouvernement notamment. Et cet événement si singulier soulève plusieurs questions, et deux en particulier. L'une, c'est de savoir quelle est la nature de ce rejet. Qu'est-ce que c'est que ce rejet? Quel est son sens? Et l'autre, c'est de savoir quelles sont les conséquences alors de l'absence de loi de règlement. Ce sera le point d'appui de mes deux parties, de ma réponse en deux parties. L'une pour dire qu'on a affaire là à un rejet en trompe-l'œil, et puis l'autre pour essayer de mesurer les effets multiples de ce rejet. Un rejet en trompe-l'œil, bon, on pourrait se laisser convaincre en bon financier que le rejet du projet de loi de règlement, c'est une des lointaines conséquences de la LOLF. Mais en réalité, je vais essayer de vous montrer que le rejet du projet de loi de règlement pour 2021, enfin du budget de 2021, n'est pas le produit de la revalorisation de la loi de règlement intervenue et voulue par la loi organique de 2001. Il me semble qu'on se situe plutôt quelque part entre la péripétie de la vie politique et puis une mise en cause informelle et opportuniste de la responsabilité politique de l'exécutif, enfin du gouvernement, mais au fond assez détaché du texte. Bon, un rejet qui n'est pas le produit de la revalorisation de la loi de règlement voulue par la LOLF. La loi organique, vous le savez bien, et les étudiants s'en souviennent, on leur a redit récemment, je pense, dans tous les enseignements suivis, que la loi organique a multiplié les éléments de nature à permettre un réinvestissement de la loi de règlement par le Parlement. Son contenu a évolué, on a inclus une dimension financière, on a étendu l'objet à l'appréciation de la performance des politiques publiques financées par le budget de l'État, et puis on l'a étendu aussi à l'appréciation de l'exécution du budget à partir du prisme comptable, et en particulier de la comptabilité générale. Et pour permettre ce contrôle parlementaire de l'action du gouvernement en matière d'exécution du budget, on a associé au projet de loi de règlement tout un ensemble de documents, c'est-à-dire qu'au moment du dépôt du projet de loi de règlement, il y a toute une série de documents qui l'accompagnent, des rapports annuels de performance au compte général de l'État, à la certification de ce compte par la Cour des comptes, etc. La LOLF prévoit d'ailleurs encore le dépôt d'un rapport de la Cour des comptes sur les résultats et la gestion, autrement dit l'exécution du budget de l'État, mais dans un esprit LOLF, ce qui explique un peu la terminologie employée. Et dans l'idéal, donc, on pourrait se dire qu'après tout, cette revalorisation, à laquelle s'ajoute, ou de laquelle participe aussi la mise en place d'un certain nombre de contraintes procédurales qui ont à voir aussi bien avec le temps du dépôt du projet de loi de règlement que la condition mise à l'examen du futur projet de loi de finances de l'année à travers le fait que l'Assemblée nationale et le Sénat, pour pouvoir statuer sur le PLF de l'année suivante, doivent avoir voté en première lecture sur le projet de loi de règlement. C'est l'idée d'un chaînage vertueux. Pour voter sur le projet de loi de finances pour 2023, il fallait avoir voté en première lecture sur le projet de loi de règlement relatif à 2021, c'est-à-dire avoir une pleine connaissance de ce qui s'était accompli avant d'adopter et de discuter même le prochain budget. Bon, tous ces éléments, on peut se dire que dans l'idéal, ils participent à une revalorisation de la loi de règlement et que cela permet en période de fait majoritaire de renforcer le contrôle du Parlement sur l'action du gouvernement, et puis que dans des périodes où le fonctionnement de la Ve République se rapproche davantage d'un régime parlementaire, c'est-à-dire en période de cohabitation, en période de majorité relative comme celle qu'on connaît actuellement, eh bien, cette revalorisation de la loi de règlement pourrait conduire à la mise en cause de la responsabilité du gouvernement. Ce serait vraiment le point d'aboutissement de la réforme de 2001. Soit donc parce que les parlementaires, mécontents de l'exécution du budget, déposeraient une motion de censure sur le fondement de l'article 49, paragraphe 2 de la Constitution, soit parce que le gouvernement, anticipant, de la colère ou de la réserve vive d'une majorité potentielle de parlementaires, déposerait ou engagerait sa responsabilité, comme il l'a fait dernièrement avec le projet de loi sur les retraites,
engagerait sa responsabilité au titre de l'article 49.3 de la Constitution. Donc voilà comment finalement le réinvestissement permis par la LOLF du projet de loi de règlement pourrait aboutir effectivement à une mise en cause de la responsabilité du gouvernement. Mais en réalité, je crois que cette analyse, en l'espèce, est assez incertaine. Et au début de l'été 2022, donc il y a bien eu le rejet d'un texte porté par le gouvernement, mais il serait sans doute exagéré de prétendre que ce rejet a été déterminé par l'investissement politique de la loi de règlement du fait de la revalorisation voulue par la LOLF. Alors c'est vrai, le Sénat avait émis un communiqué au sujet du retard du gouvernement dans le dépôt du projet de loi de règlement. Un communiqué. Plusieurs parlementaires avaient émis des critiques concernant le volume des crédits, concernant également le chiffrage du solde public. Mais en réalité, si on regarde les choses de plus près, on s'aperçoit que le rejet du texte par le Parlement s'explique surtout par le faible investissement de la loi de règlement par les parlementaires et en particulier de la part de ceux qui appartiennent à la majorité présidentielle. C'est-à-dire que, alors que l'examen du texte précédent sur le pouvoir d'achat, je crois, dans la même journée avait mobilisé l'intégralité des parlementaires de la majorité, le vote en dernière lecture sur le projet de loi de règlement 2021 a mobilisé 342 députés sur 577, et donc on fait vite le calcul pour obtenir une majorité absolue sur un tel vote, 340 bulletins exprimés, 340 suffrages exprimés, et finalement, la majorité contre le texte a été de 173 voix. 173 sur 577 députés, et je pourrais rapporter ça même au volume, je dirais, de la majorité d'opposition relative, on est loin. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les élus macronistes ne se sont pas présentés au moment du vote dans une grande majorité à l'Assemblée, et finalement, il y a eu là une opportunité dont se sont saisies les oppositions récemment élues. Donc il est difficile de penser vraiment qu'on s'inscrit là dans la continuité de 1833, et c'est si vrai d'ailleurs que le projet de loi de règlement pour 2021 revient devant le Parlement. Il a été représenté au mois d'avril et pratiquement inchangé. Pratiquement inchangé. La discussion est engagée. Je pense qu'aucun de nous n'en a entendu parler. Et vraisemblablement, il va être adopté sans aucune difficulté cette fois. Donc s'il y avait vraiment, je dirais, un enjeu politique sur le fond de l'exécution du budget de 2021, il faudrait s'attendre à nouveau à une joute politique autour de ce texte. Aucun de nous n'en entendra parler, je peux en faire à peu près le pari, et d'ici quelques semaines, on aura une loi de règlement pour 2021. Au passage, ça ouvre des questionnements sur la procédure parlementaire. Est-ce qu'on peut représenter un texte à l'identique ? Alors les spécialistes nous livreront leur appréciation. Donc au total, le projet de loi de règlement, c'est surtout un texte qui s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, plus que toute autre chose. Ou au bon endroit, au bon moment, ça dépend du point de vue qu'on attache à l'analyse de cet événement. Il n'en demeure pas moins que ce rejet du projet de loi de règlement, il produit de multiples effets. Il produit de multiples effets, ou il a produit de multiples effets. Il y a des conséquences sur la comptabilité de l'État à ne pas négliger. Alors bien sûr, il ne faut pas confondre rejet du projet de loi de règlement, il ne faut pas le confondre avec une autre circonstance qui serait l'absence de vote sur le texte. L'absence de vote sur le texte aurait conduit à bloquer la discussion du projet de loi pour, donc à partir de septembre 2022, du projet de loi de finances pour 2023. C'est pas là que nous en sommes arrivés. Et du reste, dans sa décision sur la loi de finances pour 2023, le Conseil constitutionnel a pris le soin de souligner, il en était saisi, que l'article 41 de la LOLF avait été respecté dès lors que l'Assemblée nationale s'était effectivement prononcée par un vote en première lecture sur le projet de loi de règlement de 2021. Bon, mais alors il ne faut pas sous-évaluer pour autant les conséquences, elles se situent donc plutôt sur le terrain comptable. La loi de règlement, elle remplit de multiples fonctions. En tant qu'acte de règlement des comptes, qui est sa première fonction, l'article 37 de la LOLF prévoit qu'elle arrête le montant définitif des recettes et des dépenses et le résultat budgétaire qui en découle,
qu'elle arrête le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie également. La loi de règlement a aussi pour objet d'approuver le compte de résultat de l'exercice et d'affecter au bilan le résultat comptable de l'exercice. Elle vient aussi approuver le bilan après affectation ainsi que ses annexes, et puis elle vient encore arrêter les soldes des comptes spéciaux non reportés sur l'exercice suivant. Beaucoup de fonctions attachées à cette loi de règlement au terme de l'article 37 de la loi. Et donc le rejet du projet de loi emporte plusieurs conséquences notables. Ce notable vient du rapport de la Cour des comptes relatif à l'exécution du budget, c'est ce qu'elle insiste sur l'importance de ces conséquences. D'abord, l'absence d'arrêté du montant définitif des recettes, des dépenses, du solde budgétaire, mais aussi des ressources et des charges de trésorerie. C'est-à-dire qu'on n'a pas de chiffres arrêtés en comptabilité pour tous ces éléments qui sont quand même le reflet de la gestion du budget de l'État. Ensuite, le rejet du texte entraîne l'absence d'approbation du compte de résultat et du bilan et l'absence d'affectation du résultat. Ensuite, l'absence de loi de règlement fait que, certes, les comptes ont été certifiés par la Cour des comptes, mais ces comptes ne sont pas validés, n'ont pas été validés par le Parlement. En conséquence de quoi, les comptables sont privés, comptables publics, sont privés du quitus légal de leur gestion. Et puis il y a encore une conséquence qui intéresse les comptes spéciaux. Alors, bon, là il y a une petite singularité qui tient aux comptes spéciaux. Je renvoie à l'article 20 de la LOLF, c'est-à-dire que les comptes spéciaux qui rapprochent certaines recettes et certaines dépenses donnent un solde au terme de l'année. Ce solde, en principe, il est reporté. C'est un peu dans le même esprit que celui qu'on connaît du côté de la gestion locale. C'est-à-dire qu'on ne repart pas avec un solde à zéro dans le budget suivant, s'agissant des comptes spéciaux. Le compte spécial récupère le compte excédentaire ou déficitaire de l'année précédente, et c'est ça qui sert de base à la construction du budget en fonction des recettes et des dépenses qui vont être autorisées. En principe, le résultat, donc, au terme de l'année d'un compte spécial est reporté directement sur le solde, sur le compte spécial, le même compte spécial, mais au titre de l'année suivante. Sauf, dit la LOLF, si le gouvernement décide que ce ne sera pas le cas. En l'espèce, pour 4 comptes spéciaux, ce n'était pas le cas. Le gouvernement avait prévu qu'on ne reporterait pas, ou pas tout. Et ça concerne notamment les remises de dette que l'État consent à l'égard de pays tiers, en particulier de pays moins avancés économiquement. Donc il y a quelque chose d'ailleurs d'assez régulier dans ce non-report. Et donc là, évidemment, comme le texte a été rejeté, eh bien, le solde de ces comptes spéciaux a été transféré intégralement sur l'année suivante, et pas partiellement, comme c'est le cas habituellement. Donc ça, là encore, a des conséquences, mais même sur le plan budgétaire. Alors il y a des conséquences, on pourrait ajouter que ça aurait pu avoir, d'une certaine façon, parce que la loi de règlement, vous le savez, c'est aussi un acte de règlement rétroactif du budget. Un acte de règlement rétroactif du budget, c'est-à-dire qu'elle vient ratifier des décrets d'avance, si d'aventure il y en a eu, et qu'aucune loi de finances rectificative, dans l'intervalle, n'a pu le faire. Alors bon, c'est assez peu fréquent dans la mesure où il y a de façon systématique une loi de finances rectificative balai qui intervient, mais au fond, les aléas de la gestion publique ne sont pas tels qu'on ne puisse pas imaginer qu'il y ait un décret d'avance au mois de décembre et qu'il soit trop tard pour le ratifier par le biais de la loi de finances rectificative. Bon, c'était pas le cas cette fois, c'était pas le cas, mais voilà, on mesure aussi les conséquences possibles à cet égard, même si, évidemment, il est assez difficile, je dirais, de savoir quel serait le sort des crédits en la matière. Et puis, dernière conséquence, là, j'ai trouvé ça en lisant Jacques Magnet, qui était un magistrat de la Cour des comptes, qui a laissé sa trace dans la doctrine du droit public financier. Il était un grand connaisseur aussi bien du contentieux financier que du droit de la comptabilité publique. Et donc, Magnet évoquait alors une disposition qu'on retrouve maintenant, qui était à l'époque dans l'ordonnance de 59 et qu'on retrouve maintenant dans la LOLF, article 37, paragraphe 4, deuxièmement. Bon, c'est pas la figure la plus constante ou la plus courante de la gestion publique. 37, paragraphe 4, je le dis pour les étudiants, deuxièmement. La loi de règlement, dit ce texte, ouvre pour chaque programme ou dotation concernée les crédits nécessaires pour régulariser les dépassements constatés,
résultant de circonstances de force majeure dûment justifiées. Ça veut dire que dans certaines hypothèses, si en cours de gestion, il y a eu des dépassements de crédit, et là on parle de dépassements de crédit non prévus par un, je dirais, qui ne sont pas la conséquence d'un décret d'avance, qui ne sont pas, justement, qui n'ont pas pu être anticipés par une loi de finances rectificative qui les aurait évités, qui n'entrent pas dans le champ des crédits exceptionnels, qui sont ouverts justement pour faire face à des circonstances exceptionnelles, mais donc des dépassements de crédit liés au fait que, face à un cas de force majeure, on a eu à dépenser, mais on n'avait pas les moyens. Et on ne pouvait pas puiser dans les crédits affectés donc, aux circonstances exceptionnelles. Je vais faire un dépassement de temps. D'accord, j'ai presque fini. Dans ce cas, eh bien, le Parlement est appelé à statuer et à valider ou pas au moment de la discussion du projet de loi de règlement. Et, nous dit Magnet, le refus du Parlement d'ouvrir les crédits nécessaires à ce stade pour régulariser de tels dépassements aurait pour conséquence, et là je le cite, que les dépenses irrégulièrement faites resteraient en instance de régularisation jusqu'à apurement, c'est là que ça devient amusant, par reversement des deniers personnels des ministres et fonctionnaires responsables, écrivait-il. Et puis il poursuivait en disant, mais bon, les obstacles à la responsabilité effective des ordonnateurs empêchent ça. Alors on peut se dire, est-ce que le nouveau régime le permet ? Je pense que chacun sera d'accord avec moi pour penser que dans le cadre d'un régime de responsabilité qui maintenant est exclusivement répressif et va donner lieu à des amendes dont le montant sera sans doute sans rapport avec les volumes de crédit, non, voilà. Mais c'est une petite anecdote. Bon, alors, on le voit, des conséquences importantes, potentiellement en tout cas, parce que finalement, je vous le disais à l'instant, et puis je vais terminer dans une minute, il y a un nouveau projet de loi de règlement qui est le même, mais qui est à nouveau en discussion. Et donc, toutes ces conséquences vont être effacées d'ici quelques semaines, en définitive. Elles vont être effacées, et ce qui va subsister, finalement, parce que j'ai pas eu le temps de regarder de façon très systématique le texte, mais malgré tout, ce texte est à peu près identique au texte qui avait été présenté, à très peu de choses près, vraiment, au texte qui avait été présenté l'an dernier. Et ce qui frappe, c'est quand même une certaine désinvolture ou quelque chose d'assez troublant au regard de la gouvernance des finances publiques. Parce que quand on considère l'article liminaire, celui dans lequel on trouvait à l'époque uniquement le solde, maintenant il est très enrichi, le solde public, on voit que les chiffres du solde structurel, donc la décomposition du solde public, et notamment le solde structurel, sont ceux qui figurent dans le projet en discussion maintenant, sont les mêmes que ceux qui étaient dans le texte en discussion l'an dernier. Or, entre-temps, il y a quand même eu la discussion de la loi de finances pour 2023, et si vous regardez en tête du PLF 2023 et en tête de la loi de finances pour 2023, on a une toute autre estimation concernant l'exécution 2021 de ce solde public. Alors là, bon, ça peut provoquer certains sentiments de la part des parlementaires, mais surtout, ça nous dit quand même un certain lâcher-prise en termes de gouvernance affiché à l'occasion de la discussion de ce texte, et une perturbation pour nous autres citoyens, dont l'article liminaire est sans doute la principale porte d'entrée dans ces textes financiers particulièrement riches et ardus. Voilà, je vous remercie. Moi, je voudrais tout de suite rebondir sur une des dimensions que tu as évoquées, qui est celle de, précisément, cet entre-deux, un petit peu, qui ne s'est pas effectué. Ce passage vers un texte qui avait son importance autrefois, ne l'a plus depuis, on va dire, les 1870, à cette période de passage dans la Troisième République, et qui n'a jamais retrouvé toute sa portée, alors même que, précisément, l'objet de la LOLF, c'était de passer d'un contrôle a priori vers une logique a posteriori. Pourquoi cette espèce d'entre-deux ? Tout simplement parce qu'on n'a pas réussi la mutation, en définitive, technique de la loi de règlement, et on n'a pas réussi, en pratique, à intégrer cette fameuse comptabilité générale qui, à mon sens, porte tout l'intérêt de la LOLF et tout l'intérêt précisément de la logique de l'amélioration de la gestion publique. Et quelque part, on peut s'interroger, me semble-t-il, en tout état de cause, sur effectivement la fameuse révision de la LOLF qu'il y a eu à 20 ans et sur
le peu de dispositions en définitive pour, quelque part, organiser cette logique vers le contrôle a posteriori et vers d'autres formes de comptabilisation des deniers publics. On sait très bien aujourd'hui qu'une des problématiques majeures, c'est notre problématique de la dette, et quelque part au-delà de la dette, de nos engagements sur du long terme. Et à mon sens, non seulement donc il y a cette logique de compte général de l'État, ça c'est d'une part, et puis il y a derrière, et si les modifications que tu évoques ont un sens, il y a aussi la dimension de la certification des comptes, parce que la certification des comptes, qui est intégrée dans cette optique, doit nécessairement, au regard, je dirais, de son caractère technique, doit nécessairement être le vecteur d'une modification des chiffres si effectivement on n'a pas réalisé une certification conforme aux normes dites comptables. Alors, je pense que les rapprochements sont intéressants à faire par rapport à ce qui se passe au niveau de la certification des comptes sociaux. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais il me semble que là, il n'y a pas forcément une maturité 20 ans après qui soit intervenue par rapport à cette certification des comptes de l'État, alors même qu'elle est intervenue en matière de certification des comptes de la sécurité sociale, tout simplement parce que la Cour des comptes n'hésite pas à refuser de certifier certains comptes. Et là, se poser techniquement, la problématique, effectivement, du compte public. Voilà, donc c'est cette mutation qui n'a pas eu lieu, et 20 ans après, on est en tant que tel susceptible de s'interroger, a fortiori quand on vient de réviser le texte, pour permettre la modernisation, je crois que c'est le titre, la modernisation enfin de cette gestion publique. Il me semble là que ton exposé nous montre parfaitement qu'on bute. On bute et on risque de buter pour de mauvaises raisons, parce que au final, on a rejeté un texte par opportunité politique et pas pour ce qu'il doit être, encore une fois, ce qui est fortement dommage. Voilà, alors, moi, mon impression et mon sentiment, et peut-être pour lancer aussi le débat sur des logiques. Qui veut s'exprimer par rapport à ce qui a été dit? Qui veut poser des questions déjà? J'avais une question par rapport à une des conséquences que vous avez évoquées. C'était au fait que les comptables ne bénéficient pas du quitus légal de leur gestion. Je voulais savoir justement, est-ce que cela a également pour conséquence de couvrir les éventuelles gestions de fait qui ont été commises durant l'exercice comptable? C'est une très bonne question. C'est un des objets de la loi de règlement, effectivement, de donner quitus, et je crois que peut-être Stéphanie en parlerait mieux que moi, ainsi que Mathieu, mais puisque, alors maintenant, la procédure de gestion de fait, elle est quand même très différente de ce qu'elle a été. On n'a plus finalement une infraction devant la Cour des comptes qui est susceptible de donner lieu à une amende, mais on a abandonné toute la procédure particulière qui la gouvernait, et puis notamment la prise en compte éventuelle de l'utilité des dépenses réalisées à partir des deniers irrégulièrement maniés. Mais cet aspect-là, qui permettait d'établir la ligne de compte du comptable de fait, elle était... et donc il y avait cette possibilité pour l'autorité publique de dire oui ou non il y a utilité publique. C'était un des objets, s'agissant de l'État, de la loi de règlement. Là, je ne sais pas ce qui va survivre de ça dans le nouveau cadre contentieux. Là, pour le coup, est-ce qu'on va encore s'interroger, ou est-ce qu'on va avoir une approche de la gestion de fait purement répressive, c'est-à-dire regarder si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis, autrement dit pas d'intention, mais simplement une incompétence et un maniement de deniers publics. Si c'est le cas, ce qui moi me semble plausible, alors peut-être que ça pourrait vider un peu de son sens une partie de la gestion de fait, une partie de la loi de règlement. Je ne sais pas, c'est plus une question pour moi qu'une réponse que je veux faire. Alors moi, j'ai peut-être pas forcément la même approche. Pour moi, à la fois le domaine législatif, l'intervention de la loi de règlement doit clairement se distinguer finalement de l'intervention contentieuse,
On est d'ailleurs sur des logiques différentes. On a une règle de prescription de 10 ans pour la gestion de fait. Donc, en définitive, l'intervention d'une loi de règlement n'empêche pas, n'a jamais empêché, et je pense n'empêchera pas, l'intervention du juge financier pour sanctionner une gestion de fait. Et j'ai envie de dire, fort heureusement, ici, on pourrait presque rejoindre la position qui avait été prise par le Conseil constitutionnel lorsqu'il avait été amené à se prononcer justement sur la portée juridique de la loi de règlement. Je pense qu'on était en 1988. Et il avait clairement indiqué, dissocié finalement les implications finalement de la loi de règlement. Je serais peut-être un petit peu plus réservée en fait. Théo. Merci cher Mathieu, merci Christophe pour cette présentation. Alors c'est vraiment une interrogation très générale, mais à t'écouter, entre la première partie et la deuxième partie, on se demande si finalement la loi de règlement doit être un texte en tant que tel sur lequel on effectue un contrôle a posteriori. Puisque c'est plutôt un texte technique, c'est plutôt un texte qui renvoie à des problématiques comptables qu'à un contrôle politique. Donc est-ce que s'il y a finalement l'erreur de la LOLF, et là je reprends un petit peu ce que disait Mathieu, c'est d'avoir voulu faire un contrôle a posteriori politique sur un texte qui échappe assez largement à l'intérêt des parlementaires dans son fond et dans sa technique pure, mais qui reste juste un texte d'opportunité qui par moment peut être intéressant pour se faire connaître, mais qui, et on le voit actuellement, sinon ne lève pas les foules parlementaires pour étudier concrètement ce qu'est la loi de règlement. Donc est-ce que ce texte ne porte pas en tant que tel finalement cette dichotomie entre technique et politique qui est presque inconciliable? Et je te remercie de cette question. Écoute, bon, je crois que la loi de règlement n'est pas plus technique que la loi de finances initiale, pour avoir beaucoup fréquenté la loi de finances initiale. Mais simplement, ce qui se passe, je crois, c'est que la LOLF ne représente que la moitié du chemin. Et on l'a vu au cours des dernières années, il y a eu plusieurs fois l'initiative d'une révision de la Constitution pour faire en sorte que le temps consacré à la loi de règlement soit plus important que le temps consacré à la loi de finances initiale. Autrement dit, moi je crois que mon sentiment en tout cas, c'est que les parlementaires seraient tout à fait disposés à s'investir du côté de la loi de règlement, pour autant que le droit les y amène. Actuellement, le temps consacré à la discussion de la loi de finances initiale est beaucoup plus long. C'est même ce qui en fait le cœur de la vie financière de l'État. Mais si, comme dans ce projet de révision de la Constitution, il y a quelques années, on prévoyait que très peu de semaines lui soient consacrées et qu'au contraire, on consacre 2 mois à la discussion de la loi de règlement, il y a fort à parier que l'investissement politique se déplacerait. Donc j'ai l'impression que la technicité, en tout cas, n'empêche en rien cet investissement politique du texte et de la discussion. Donc, par contre, évidemment, l'organisation du temps parlementaire y est pour beaucoup. Je compléterai la réponse en disant qu'à mon sens, il y a les 2 aspects qui sont à développer et qui sont en fait pas pris en considération. Il y a l'aspect technique à proprement parler, à savoir effectivement les comptes de l'État, des comptes de l'État qui ont une vocation au sens du décret portant gestion budgétaire et comptable publique, qui est d'afficher et d'avoir une information financière, puisque quand on définit effectivement la comptabilité publique, on l'a définit aujourd'hui, c'est le décret qui le fait, comme un système d'information financière. Bon. Et donc il faut avoir une information financière la plus fiable possible, dans une optique qui est très claire aujourd'hui, qui consiste tout simplement à financer notre déficit, et on n'en est pas prêt d'en être sorti, vous le savez bien, et donc le financement du déficit, il passe par des comptes sincères, etc., réguliers, enfin bref, mais en tout état de cause, il passe par une approche très technique, alors qui, je dirais, peut servir de base à ce fameux débat sur la dette publique, etc., etc. Enfin bref, on a besoin, quelque part aujourd'hui, de rassurer l'Europe, de rassurer les créanciers, de rassurer, etc., la planète, quelque part, sur la crédibilité de nos comptes, et on a besoin de cet élément financier qui, quelque part, n'a pas à faire l'objet, on va dire,
d'un contrôle politique au sens on va remettre en cause, sauf si, bien évidemment, on était face à des logiques de détournement de fonds. Enfin bon, je ne pense pas que ça puisse apparaître. Mais voilà, on a ce besoin quelque part de porter, je dirais, cette dimension technique aujourd'hui de la comptabilité publique et des comptes publics, et à mon sens, effectivement, sous la bannière de ce qui a été mis en œuvre par la LOLF, à savoir le compte général de l'État, le bilan, les engagements hors bilan, enfin, de savoir exactement où nous en sommes de ce point de vue-là. Ça, c'est le premier point, et ça, je dirais que c'est dans la logique même de la loi de règlement. Donc, et la logique technique, pour répondre à ta question. Maintenant, il y a toujours une logique politique que porte en elle, et que quelque part aussi voulait, quand tu évoques, cher Christophe, les logiques qui consistent à tout simplement augmenter le temps consacré à la loi de règlement, et qui porte le terme tout simplement d'évaluation. Et c'est au travers donc de la logique et du contrôle plus généralement de l'évaluation des politiques publiques que là, la loi de règlement a un sens politique, parce que quelque part, on va faire un bilan d'un certain nombre de politiques publiques sur la logique, à mon sens, financière à la base, c'est l'objet même de la LOLF, que d'évaluer, mais plus généralement dans cette nouvelle mission conférée depuis 2008 par la Constitution au Parlement, qui consiste tout simplement aussi à, précisément, évaluer les politiques publiques. Et donc cette logique d'évaluation, là, est véritablement politique, certes aussi un poil technique, nous sommes d'accord, mais elle doit être, en tout état de cause, être l'occasion de ce fameux chaînage vertueux que tu évoquais, à savoir de prendre en considération ce qui a été dépensé, peut-être de l'étendre à d'autres logiques que ce soit simplement les logiques de dépenses, pour voir si les crédits sont tout simplement utilisés en termes d'efficacité, efficience, économie, tout ce que tu peux imaginer, pour améliorer tout simplement la copie des prochains budgets et des prochaines lois de finances, de manière à, là aussi, permettre une appréciation sur ce qui fonctionne ou sur ce qui ne fonctionne pas. Et, à mon sens aussi, l'évaluation est intéressante parce qu'elle permet une association, je dirais au-delà du Parlement, une association, notamment dans les techniques que met en place la Cour des comptes pour réaliser sa mission. Elle met en place aussi une association, je dirais, d'un panel de citoyens, etc., et de faire participer quelque part aussi, au-delà du Parlement, et au-delà des institutions financières au sens juridictionnel, je ne sais pas si encore on est dans la juridiction là, mais en tout état de cause, de faire participer et de renouveler aussi les modes de participation des citoyens. Voilà.